Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Anthropopolitique consacré cette année, comme vous le savez, à la question générale, au thème général de la décolonisation. Aujourd'hui, j'ai vraiment un honneur et un grand plaisir d'accueillir avec moi un professeur reconnu dans le domaine de l'anthropologie politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un anthropologue français et majeur du contemporain de l'anthropologie politique, Alain Berthaud. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci. Et pour vous présenter à nos spectateurs, j'en profite pour dire que vous étiez mon directeur de thèse entre 2015 et 2020. Et donc, c'est avec grand honneur que je vous reçois ici. Pour vous présenter aussi, vous êtes professeur émérite d'anthropologie de l'Université Paris 8. Vous étiez aussi directeur de la maison Sciences de l'Homme Paris-Nord et vos travaux font aujourd'hui référence dans l'étude et l'analyse des formes contemporaines de la conflictualité politique, principalement de la question de l'émeute. Avec Sylvain Lazarus, que nous avons eu l'occasion d'inviter ici également, vous avez notamment fondé l'Observatoire des banlieues, international des banlieues et des périphéries, à partir duquel vous avez mené des enquêtes en France, mais aussi au Sénégal ou encore au Brésil. C'est aussi un observatoire qui a permis plusieurs enquêtes qui ont donné lieu à vos ouvrages, à des ouvrages qui font date aujourd'hui. Donc, je pense principalement au temps des émeutes, paru chez Bayard en 2009, Les enfants du chaos chez La Découverte en 2016 et Time Over, Le temps des soulèvements chez Le Croquant en 2020. Et pour cette émission, nous allons nous centrer plus particulièrement sur votre dernier ouvrage, De l'émeute à la démocratie, donc paru chez La Dispute en 2025. Donc, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur votre parcours intellectuel qui croise cette question de l'émeute. Comment définiriez-vous aussi l'anthropologie politique, l'anthropologie du présent et du contemporain, qui est votre spécialité, et en quoi elle se distingue selon vous? Et toujours au sein de cette même question, j'aimerais revenir avec vous sur votre parcours personnel de manière très brève. Comment en êtes-vous venu à travailler sur le présent plutôt que sur une anthropologie plus classique, une anthropologie tournée vers le lointain, ou bien les sociétés lointaines, ou bien pour employer un terme décolonial, des sociétés anciennement colonisées, qui étaient souvent une pratique anthropologique assez courante? Vaste question. J'y répondrai en commençant d'emblée en disant je suis rentré en anthropologie par le contemporain. Et par le contemporain, au sens où l'entend Agamben dans un texte qui est à la fois court, ancien, mais lumineux, qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» sur l'idée que il y a dans le monde dans lequel nous vivons l'archéologie du futur. C'est-à-dire qu'il se passe des choses que nous ne voyons pas forcément, ce que Agamben appelle le faisceau d'obscurité qui monte de notre temps, et auquel nous avons intérêt à nous attacher, que nous avons intérêt à essayer d'éclaircir, si nous voulons vraiment être de notre temps et ne pas lire ce que nous vivons avec des lunettes anciennes. Alors, pourquoi je suis rentré par là? Au départ, je suis historien. J'ai une formation d'historien et une formation. J'ai été un élève de Maurice Agulon, historien des mentalités modernes et contemporaines, et j'ai fait mes premiers travaux en mémoire de maîtrise sur la pensée politique populaire des royalistes. Je cherchais à me dépayser complètement en 1848. Donc, je suis rentré dans la recherche avec une comment dire, un intérêt pour la durée et les ruptures, et pour la pensée populaire. Bon. Et puis, la vie a été ainsi faite que, ma foi, j'ai commencé ma vie d'adulte d'abord en étant militant. Ça fait 60 ans l'année prochaine que je passe une bonne partie de mon activité dans des activités collectives qui cherchent justement à changer le monde dans lequel nous vivons. Et cette activité militante, c'est elle qui m'a ramené à la recherche.
C'est elle qui m'a ramené à la recherche parce que je me suis engagé après quelques années de zigzag politique en 1977 au Parti communiste. Ouais. Et donc j'ai fait l'expérience d'une très forte organisation politique enracinée, avec une longue tradition, qui butait justement sur le monde dans lequel elle vivait. Ce qui a amené d'ailleurs pas à sa quasi-disparition, mais quand même à un essoufflement extrêmement fort. Et avec d'autres amis, comme Yves Clos, Serge Volikov, Roger Martelly, Jean-Pierre Terrail, nous étions tous de jeunes à l'époque, nous avons fondé un institut de recherche marxiste au sein de ce parti et lancé l'idée qu'il nous fallait faire de la recherche et comprendre ce monde. On a même fondé j'étais rédacteur en chef d'une revue qu'on a fondée en 81 qui s'appelait Société française, qui est encore disponible en ligne sur le site de l'université de Besançon, avec cette idée que la recherche académique était prisonnière des catégories et des concepts, et en particulier la recherche marxiste, d'un monde qui était en train de se transformer. Et donc, il fallait aller nous chercher des éléments de savoir ailleurs, dans ceux qui étaient en pratique confrontés à ce monde nouveau. Alors on a appelé ça à l'époque. C'est juste sur ce point, les caractéristiques de ce monde nouveau. Est-ce que vous entendez principalement la changement du travail, changement des pratiques politiques. C'était ça qui nous intéressait. Et aussi le changement des modes d'individualité. C'est ce que Sylvain Lazarus appelle les singularités subjectives. Mais j'avais pas ce vocabulaire à l'époque. Et donc pour travailler ainsi, on a inventé quelque chose qui ensuite s'est bien diffusé, l'idée qu'il fallait changer la géométrie de la communauté scientifique et faire rentrer dans la communauté scientifique pour travailler sur les bonnes catégories, les bons concepts de ce monde contemporain, avec ceux qui y étaient confrontés, c'est-à-dire des militants ouvriers, c'est-à-dire des militants politiques. On a appelé ça la nouvelle communauté scientifique. Donc ça a été une première expérience qui m'a peu à peu fait fréquenter la sociologie politique, et j'ai ainsi fait un DEA et une thèse en sociologie. Voilà, sur le monde ouvrier en train de se transformer dans un quartier anciennement industriel qui est la Plaine, que je continue à connaître et dans lequel est implantée la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, que j'ai eu l'honneur de diriger. Et les années avançant, les décennies passant, je me suis un peu radicalisé du point de vue épistémologique, on va dire. Surtout que moi, j'avais investi ni le monde du travail, ni vraiment le monde de l'activité politique, mais le monde des cités des banlieues, des cités de banlieue, et la façon dont ce que j'appelais les mentalités, en historien des mentalités, comme je l'étais à l'époque, la façon dont les gens qui y vivaient, notamment les jeunes, vivaient. En travaillant, en montant, alors je l'ai monté avec Sylvain Lazarus, c'était ma rencontre avec Sylvain, il y a plus de 30 ans maintenant, en montant un diplôme de formation permanente, une formation pour des acteurs de la politique de la ville, avec toujours l'idée que c'était à partir de l'expérience de ceux qui étaient sur le terrain dans ces quartiers qu'on pouvait travailler et faire ensuite d'ailleurs des enquêtes auprès des jeunes, et on en faisait une par an avec Sylvain à ce moment-là. Là, j'ai commencé à me dire, parce que la sociologie était un petit peu à l'étroit dans ses certitudes, épistémologique et conceptuelle, et qu'elle avait un peu trop tendance à lire ce monde avec un dispositif, un épistémé, parce que du coup je me suis mis à lire Foucault, un épistémé un petit peu terminé, enfin, qu'il y avait eu une rupture. Il y avait une rupture. Nous étions en train de vivre une rupture d'épistémé. Et étant militant politique, on était aux premières loges quelque part pour voir un monde qui s'écroulait et la difficulté à percevoir
un monde qui apparaissait. Et le dernier choc pratique et épistémologique de ce point de vue-là, ça a été les émeutes de 2005, où moi, comme tant d'autres, j'ai pu dire après que c'était prévisible, et qu'en y réfléchissant un peu, je me dis, oui, d'accord, vous dites que c'est prévisible, mais enfin, nous, on ne l'avait pas prévu, alors que ça faisait 20 ans qu'on travaillait sur les banlieues. Donc, il y a bien quelque chose qui nous a échappé. Et quand l'année suivante, le lycée de Saint-Denis a été bloqué pendant le mouvement contre le contrat première embauche, le mouvement du CPE, et que j'ai vu mon fils, avec lequel je pensais avoir un rapport assez fluide du point de vue de la compréhension du monde, me prouver, comme disait Marc Bloch, que les fils ressemblent plus à leur temps qu'à leur père, c'est-à-dire s'engager dans des dispositifs de mobilisation collective et de confrontation avec la police, dont je ne comprenais au départ ni le début ni la fin. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce que j'appelle l'émeute, parce que c'est le plus simple en français, parce que c'est au fond le moins marqué politiquement, sociologiquement, conceptuellement. C'est pour ça que c'est un mot qui fait souvent bondir et des militants et des sociologues, disant faut dire révolte populaire, etc. Le mot le plus neutre possible. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que se passe là quelque chose qui nous dit du monde dans lequel on est en train d'entrer, quelque chose qui nous dit pas seulement des gens qui font l'émeute, mais aussi de ce à quoi ils sont confrontés pour être obligés d'en arriver là, c'est-à-dire de l'État, notamment du dispositif de domination, du dispositif d'exploitation que nous vivions. C'est comme ça que je travaille là-dessus depuis 20 ans maintenant. Voilà. Exact. Justement, en fait, sur 2005, la question aussi des partis politiques, comment les partis, y compris le Parti communiste, ont aperçu la unanimité pour dire que c'était pas bien de brûler les voitures. Et donc, c'était pas, au fond, brûler des voitures, c'était plus grave que la mort de 2 jeunes. Voilà. Ça a laissé des traces durables. Je pense que ça a y compris laissé des traces explosives dans les années qui ont suivi. Ça a bougé. Ça a bougé depuis. Mais la forme de mobilisation aussi a bougé, elle s'est répandue. On va pouvoir en parler. Et du coup, alors que je travaillais avec Sylvain Lazarus, avec des enquêtes régulières sur les mots, sur la pensée des gens, domaine qui m'intéressait particulièrement parce que ça m'a toujours intéressé. Moi, je me suis particulièrement personnellement investi sur le langage du corps et sur la dimension corporelle de la politique dans l'affrontement, mais pas seulement. D'accord. Merci beaucoup pour cette question qui ouvre en tout cas un débat sur votre dernier ouvrage sur l'émeute et la démocratie. Effectivement, il y a question de 2005, de 2006 comme point de départ de prise de conscience intellectuelle et de l'anthropologie par rapport à ces transformations. Et en même temps, on a l'impression que ce dernier ouvrage, il y a une volonté d'une théorie générale consolidé bien sûr par des entretiens, par vos propres observations, parce que vous êtes aussi au sein des contestations, des mobilisations, à observer les têtes de cortège, à observer les mots des gens, comme vous l'avez bien dit. Mais en même temps, il y a un débat avec des penseurs comme Giorgio Agamben, effectivement, comme Appadurai, comme Naomi Klein, comme Latour et Chantal Mouffe, et bien sûr Lazarus, Rancière. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, caractérise spécifiquement l'émeute par rapport à d'autres formes de mobilisation politique, et en quoi l'émeute est-elle politique? Donc, c'est une question que vous-même vous avez posée à des gens qui ont participé. Et dans j'aimerais lire quelques passages en fait sur cette question qui m'ont beaucoup marqué. Donc, je vous cite page 21. Qu'espéraient donc les milliers de jeunes, femmes et hommes qui se sont soulevés entre la mort de Naël
donc le 3 juillet 2023. La première certitude pour vous, la première certitude émeutière est qu'à la fin du match, c'est toujours la police et la justice qui gagnent. Plus loin, vous dites, vous revenez sur ces caractéristiques aussi de l'émeute, parce qu'on a l'impression l'émeute, c'est le courage, bien sûr, c'est très courageux, mais derrière, il y a aussi la question de la peur que vous distinguez de manière assez claire. La peur assumée est une victoire de la liberté. Donc cette idée de la peur assumée qui est vraiment marquante dans vos analyses, elle est une expérience fondatrice, celle du refus ostentatoire de l'assignation à un lieu, à un rôle, à une obéissance. On est là où on ne devrait pas être, là où on nous a interdit d'être, là où on est pleinement soi. Donc cette mise en danger aussi, vous continuez, cette mise en danger de soi est d'abord une décision personnelle qui surprend parfois celle ou celui qui la prend. C'est une expérience subjective dont les conséquences vont largement au-delà des seuls dégâts matériels occasionnés dans la confrontation. À la fois singulière et partagée, elle met en cause directement l'ordre du monde comme l'ordre du discours. Deleuze y aurait sans doute identifié une puissance de la joie contre un pouvoir triste. Donc voilà, quelques caractéristiques de l'émeute, mais en même temps, on aimerait bien savoir le côté politique de l'émeute. Alors, d'abord, travailler sur l'émeute, ça veut dire quoi ? J'ai pris au sérieux la fameuse phrase de Martin Luther King. Hein, c'est l'émeute, c'est le langage de ceux qui ne sont pas entendus et non pas de ceux qui n'ont pas de voix. Qui est souvent une vraie mauvaise traduction qu'on donne. S'il y a un langage, il faut le lire. Voilà. Ça a été ma première, mon point de départ. Donc, pour le lire, il y a deux solutions que je mène en parallèle. La première, c'est de voir où est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui déclenche l'émeute, quelle est la situation qui déclenche l'émeute. Je distingue la situation de la cause, parce que l'étincelle, c'est pas forcément, ne donne pas forcément la nature du baril de dynamite. Hein. Voilà. Et donc là, je travaille sur Internet depuis 20 ans à repérer dans le monde les endroits où il y a des explosions, des affrontements, je dirais purs et durs, c'est-à-dire là où il y a un affrontement sans slogan, comme pour Naël. Voilà. Jusqu'à des formes émeutières dans des mouvements sociaux plus importants. La question étant l'engagement du corps dans la confrontation avec le pouvoir. Et j'essaye de voir quelle est la forme de confrontation. Situation et ce que Charles Tilly appellerait le répertoire, mais j'aime pas la façon dont il l'utilise. C'est-à-dire que le répertoire, ça serait un langage déjà préfabriqué. Là, en l'occurrence, il y a de l'invention, il y a des gestes qui, à chaque fois, ont un sens. Et il y a des gestes qui sont des mots et des séries de gestes qui sont un lexique et une grammaire de ce que dit l'émeute qui, a priori, n'a pas de mots. C'est d'ailleurs un problème puisque les mots sur l'émeute, les mots dominants sont prioritairement ceux de la police. Voilà. Et c'est très difficile. Quand on passe aux mots, très souvent on sort de l'émeute. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de construire un récit et on sort de l'émeute. Donc ça a été mon premier champ, travailler sur la longue durée et en faisant des comparatifs et en s'apercevant d'ailleurs au passage que et des situations et des langages corporels sont les mêmes d'un continent à l'autre. C'est-à-dire la mort d'un jeune, ça enclenche le même type de logique. Ça enclenche le même type de mobilisation et de confrontation en Chine, en Afrique, en Colombie, aux États-Unis, en France. Voilà. Deuxième chose, ça me permet de faire des statistiques, c'est d'avoir une mesure, mais il faut savoir ce qu'on compte. Et pour savoir ce qu'on compte, il faut aller voir. Voilà, faut aller voir quand on peut. D'un point de vue universitaire, c'est pas simple parce que surtout quand on va ailleurs sur un autre continent,
on peut pas prévoir une mission et demander des financements 6 mois à l'avance parce qu'une émeute, ça n'avertit pas. Exactement. Voilà. Comme ça qu'on s'est retrouvé par hasard avec Sylvain Lazarus et Amarini à Dakar en 2011, au moment du soulèvement d'Y en a marre. C'était pas pour ça qu'on était là. On était là pour signer un accord avec l'université de Dakar. Mais bon, on en a profité. On est allé voir. De même, j'imagine à Montréal, parce que Montréal 2012, vous y êtes aussi, parce qu'il y a toute une liste de sources d'enquête qui est vraiment énorme. Malgré tout, vous avez fait énormément. À chaque fois que j'ai pu, je suis allé voir. Les Gilets jaunes, bien sûr. Et dans ces cas-là, d'abord, il faut regarder ça du bon côté. C'est-à-dire que on regarde pas ça derrière les CRS. Il faut être dedans. Pour partager une situation. Et il y a plusieurs choses qui m'ont immédiatement frappé. C'est-à-dire, la première chose, c'est cette faculté de gens qui ne l'avaient même pas prévu avant. Des fois, si on l'avait discuté 1 heure avant avec eux, jamais ils auraient fait ça. À se mettre en danger pour quelque chose qui les dépasse. Enfin, qui les submerge, plutôt, qui les submerge. C'est pas que ça les dépasse, ça vient d'eux. Mais ils se mettent en danger, alors, judiciairement, physiquement, vitalement, en étant à peu près sûr, peut-être pas de perdre au bout du compte, on peut toujours penser qu'un jour, mais dans l'immédiat, ils savent qu'ils vont perdre. Voilà, c'est les prises du Palais d'Hiver. S'il y en a eu récemment, là, dans ces dernières années, ces 2 dernières années, les soulèvements de ce qu'on a appelé la génération Z, ça a donné quelques victoires, mais statistiquement, globalement, dans 90% des cas, ça se termine par la défaite. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour faire ça? Et c'est une décision individuelle. C'est pas des mouvements de foule. C'est une décision individuelle qui, comme on est en danger, fait peur. C'est-à-dire que la peur, elle est là, elle est palpable immédiatement. Mais du coup, on fait commun avec le voisin, et un voisin qu'on connaissait pas 1 heure avant. D'un seul coup, on se retrouve. Moi, j'ai des expériences militantes des années 60, 68, autour de 68, d'organisations politiques où on était organisé la confrontation avec un service d'ordre, qui avait une stratégie, qui avait des plans, etc. Comme l'attaque du meeting d'Ordre Nouveau en 1973 à Paris. Mais là, c'est totalement différent. Donc voilà, je me dis là il y a quelque chose, et cet engagement du corps qui part toujours de la même façon peut passer à autre chose dans la durée. Ça, on y reviendra. Mais après, surtout, du coup, c'est une expérience subjective, je dirais définitive, parce que comme je l'ai écrit, je vais pas me contredire, pour les gens qui le font, c'est surmonter la peur face à un pouvoir, au pouvoir, à l'État, et ne pas être là où on les attend, et quelque part ça soulage. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ils sont plus les mêmes après. Après, j'ai fait des entretiens, effectivement, j'ai discuté avec des gilets jaunes, notamment, des gilets jaunes même d'un certain âge, qui disaient à l'après, moi, je vais plus aux manifestations parce que j'ai peur. C'est-à-dire, t'as peur de la police? Non, j'ai peur de moi. J'ai peur de moi, de ma capacité. Donc ça, après, qu'est-ce que ça donne dans la durée en subjectivité? Là, ça dépend de beaucoup de choses, et c'est là que la politique, au sens de l'organisation politique, de la production d'un récit, de la mise en forme de forme de discursif commune, est très importante. Moi, je pense que si elle y est pas, ça peut conduire au terrorisme. D'ailleurs, on va y revenir. Voilà, voilà. Mais si elle y est, ça peut conduire à des formes de mobilisation non violentes. Si on peut trouver de la puissance autrement.
autrement. C'est l'objet justement en fait de votre ouvrage, surtout la deuxième partie sur retrouver en fait cette puissance populaire, et on va y revenir. Mais avant cela, j'aimerais malgré tout donner quand même une petite définition que vous donnez. En fait, c'est très fragmenté la présence des définitions de la question de l'émeute. J'en ai retenu une où vous dites l'émeute est donc une confrontation collective à la perte d'efficacité, voire de sens de la politique comme moyen d'expression et de puissance. Elle conduit à la recherche d'autres voies, d'autres expressions communes. Et en même temps, vous avez posé la question à vos interlocuteurs, à un émeutier en 2005, est-ce que les émeutes sont politiques? Et sa réponse, elle est vraiment frappante. Non, ce n'est pas politique, on voulait juste dire quelque chose à l'État. Donc, peut-être, si vous voulez commenter ce passage. Ah bah, cette réponse, elle est fétiche pour moi. Enfin, c'est vraiment, il m'a éclairé complètement sur la mise en défaut de la politique. Et la mise en défaut de la politique n'annihile pas le désir de dire des choses à l'État. Donc, toute la question, c'est de passer de cette mise en défaut de la politique à en trouver une autre. Alors, il y a une, je sais pas si une question était prévue là-dessus, mais il y a quelque chose, il y a une montée en généralité qui permet ça, cette montée en généralité, c'est quand on passe de l'émeute localisée à ce qui s'est passé en 2005, ce qui s'est passé en 2023, mais ce qui s'est passé plein de moments, à plein d'endroits dans le monde, où un événement, une situation localisée, qui provoque une émeute, devient une affaire qui résonne dans la subjectivité et dans la mobilisation de centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient... ça reste toujours à l'échelle nationale. C'est-à-dire que ça peut ensuite avoir des répercussions ou un écho dans un autre pays, mais ça prendra à ce moment-là une extension et une forme, une subjectivité liée à la question nationale. C'est-à-dire on passe de l'émeute localisée face à l'État, au fond, à la question nationale. Ce que j'appelle un soulèvement. Voilà. J'aimerais revenir aussi sur cette question, une typologie que vous faites et qui est vraiment marquante pour moi. C'est assez frappant de voir les 6 pulsations. Donc cette typologie, je ne sais pas si on peut parler de causalité, mais en tout cas, vous distinguez dans la logique émeutière 6 pulsations. Donc peut-être revenir là-dessus. La première, c'est la question de la vie. Donc la vie, le soulèvement contre ce biopouvoir qui peut faire vivre ou laisser mourir, donc la fameuse catégorie foucalienne. Cette police qui tue, ce racisme aussi, ce déni de justice pour les corps racisés, ça commence aussi par une confrontation autour de la question de la vie. Vous l'avez vu dans vos statistiques, vous l'avez vu aussi dans l'ensemble des émeutes que vous avez analysées. La deuxième, c'est la survie, qui est de l'ordre plutôt économique, si j'ai bien compris. Donc l'émeute contre la vie chère, contre l'inflation. Donc vous donnez l'exemple des gilets jaunes. La troisième pulsation, c'est la démocratie. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter déjà ces 3 premières pulsations avant de passer. Comment est-ce que j'en suis venu là? Ça, c'est le résultat de 20 ans de travail sur un corpus homogène et en continu. C'est-à-dire d'avoir pu constituer ma base de données, au fond, sur 20 ans, avec les mêmes critères. Sur 20 ans de récolte d'informations, j'ai été obligé de le faire parce qu'il y a des bases de données sur la guerre, il y a des bases de données sur les attentats, il n'y a pas de base de données sur les émeutes. Il a fallu que je me la fasse. Et en 20 ans, en reprenant les choses ces dernières années, je me dis, mais au fond, tout ça avait l'air d'un grand désordre de surgissement dans tous les sens, mais non. Après, je me suis dit, mais il y a peut-être des périodes, c'est des séquences. C'est pas sûr non plus. Par contre, il y a des grandes thématiques, des grandes thématiques d'exigence. Au fond, c'est pas les causes, c'est qu'est-ce que ça prescrit. Qu'est-ce que ça prescrit à la situation quand on se met à partir du prix de l'essence à bloquer tous les ronds-points en France. Et là, du coup, on monte en généralité, on retrouve des mots, on réclame un référendum d'initiative populaire. Donc, le soulèvement permet d'éclaircir un peu le sens des gestes.
Et on voit où ça peut aller. Et ça éclaircit et ça construit en même temps. À une condition, c'est que ça passe à un moment donné par une présence des corps dans autre chose que l'affrontement, mais qui est l'Assemblée. Voilà. En lisant ça, je dis au fond, les mouvements d'émeute et surtout de soulèvement à l'échelle nationale sur 20 ans donnent un tableau assez clair de ce que les peuples prescrivent au pouvoir en place et aux dominants depuis 20 ans, et qu'ils ne peuvent pas prescrire de façon aussi claire à travers les médiations politiques que les décennies précédentes leur ont donné en héritage. Voilà. Ça déborde. Ça déborde du champ. Alors, ça déborde d'autant plus du champ de la politique institutionnelle et des partis, même des partis qui se disent révolutionnaires, que dans le même temps, l'État a changé. On y reviendra. C'est-à-dire que l'espace démocratique c'est considérablement restreint. Et du coup, il y a dans les pulsations cette pulsation démocratique qui apparaît, qui est la volonté, qui est la manifestation d'un désir commun, de la construction commune d'un peuple, mais pas au sens sociologique, mais d'un peuple au sens prescriptif du terme, d'un démos, qui puisse, quand ceux qui tiennent l'avenue Bourguiba à Tunis, la place Tahrir au Caire en 2011 disent la Tunisie c'est nous, c'est pas vous, et c'est pas le drapeau rouge, c'est pas le drapeau vert. C'est le drapeau tunisien, c'est le drapeau égyptien. Voilà. Ça me semble vraisemblablement la pulsation. Alors je les ai mis dans un ordre d'arrivée, mais c'est la pulsation la plus forte, celle qui s'exprime maintenant, je trouve, de plus en plus en France en tout cas, à travers des mobilisations qui sont pas forcément émeutières. Le mouvement de résistance à la réforme des retraites a constitué un moment fort de ce point de vue-là. Exactement. Et parmi les autres pulsations, il y a la question du peuple, qui est elle-même une pulsation à côté de la démocratie et qui est adossée aussi à la question nationale et la réémergence de la question nationale qui est tout à fait différente de celle reprise par l'extrême droite, par exemple. Mais on l'a vu avec les Gilets jaunes, avec le drapeau français, par exemple, qui ne signifiait pas forcément le drapeau français chez les la question nationale se pose réellement dans le processus de détricotage de l'État, de l'État démocratique ou de l'État social quand il se disait tel depuis 20 ans, et que, en l'occurrence, la seule force politique qui a pris cette question au sérieux, c'est l'extrême droite, qui a donc une avance. On voit bien, par exemple, qu'est-ce que les démocrates américains avaient à répondre aux MAGA. Voilà, il y a un besoin de faire peuple. Pour l'instant, il n'y a que l'extrême droite qui s'en saisit. Enfin non, pas tout à fait, parce que du côté de la France insoumise, je pense qu'ils ont commencé à comprendre ça. On l'espère. On l'espère, mais en tout cas, les peuples l'ont compris avant eux. Voilà, ça c'est clair. Et ça fait quelque temps. Exactement. Et vous donnez aussi, par rapport à cette question du peuple, l'expérience palestinienne face au génocide israélien des 2 dernières années. Et une 5e pulsation, c'est Femmes, Vie, Liberté. Donc c'est le titre que vous reprenez de Shora Makaremi, l'anthropologue franco-iranienne. Et autour, bien sûr, d'autres mouvements comme MeToo en 2017, comme les mouvements des femmes en Iran, comme les luttes féministes contre les massacres du patriarcat. Et puis la dernière pulsation, c'est le vivant. Donc c'est la question de la survie de l'humanité, les résistances localisées à des projets urbains, industriels, agricoles. Donc voilà, cette question, cette typologie, je pense qu'elle est vraiment importante, centrale, et on a par partie, on a vraiment envie que ce soit encore plus développé dans le cadre théorique, alors que, en tout cas, c'est très, très alimenté, très nourri anthropologiquement. Une question maintenant sur vraiment ce que vous avez un petit peu évoqué sur votre méthode, parce que votre méthode est assez singulière. Vous avez été parmi les premiers à travailler à partir des données numériques, en tout cas en anthropologie, en recensant, en croisant des émeutes à l'échelle mondiale. Comment vous avez mené ces enquêtes et qu'est-ce que cette approche vous a permis aussi de voir
voir, que d'autres méthodes ne montraient pas forcément quand on travaille sur les contestations, sur les affrontements? Ben, c'est les émeutiers qui m'ont aidé parce que dès qu'il y a eu des outils pour ça, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre, c'était pas vrai pour 2005, mais il a fallu attendre 2006, 2007, YouTube, etc. Il y a eu de la production d'images par les acteurs eux-mêmes. Voilà. Et ça donne deux informations, si on va aller chercher, absolument essentielles. D'une part, parce que comme on peut pas être partout, eh bien, on a des éléments sur la mobilisation des corps en direct de la part des acteurs eux-mêmes. Ça, c'est absolument essentiel, y compris des émeutes qui sont pas forcément très sympathiques, comme les émeutes xénophobes en Angleterre il y a 2 ans. Moi, j'ai compris des choses politiquement en me passant les vidéos en boucle de ces foules populaires en famille qui prenaient d'assaut les hôtels où étaient les demandeurs d'asile. On comprend des choses. Alors, on n'est pas dedans. C'est médiatisé par l'écran. Cette question de la médiatisation par l'écran, j'y reviendrai. Mais contrairement aux images qui nous sont passées sur les grandes télévisions, qui des fois font pomper ça, on a le son aussi. Et le son, c'est très important, y compris dans la peur. C'est-à-dire qu'on est dans l'ambiance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça nous donne un élément supplémentaire, parce que quand ces images sont prises par les acteurs eux-mêmes et diffusées, ils les choisissent, ces images. Qu'est-ce qu'ils montrent? À qui le montrent-ils? Alors là, j'ai eu une intuition, j'y ai travaillé un peu, mais je dois rendre hommage à Ulrike Riboni, qui en a fait un doctorat brillant. J'en ai 2 ou 3 comme ça dans mes souvenirs, des doctorats brillants. Il y a celui d'un certain Montassir Sari, mais il y a aussi Ulrike Riboni sur les vidéos amateurs pendant le soulèvement, la révolution tunisienne en 2011, où elle a été capable de montrer, d'établir une chronologie séquentielle de la mobilisation à travers le regard des vidéos amateurs qui montrent, c'est-à-dire comment on passe d'un certain type de certains types d'images, du choix par exemple, à d'autres. Et puis il y a quelque chose de frappant, c'est que la vidéo militante ancienne, celle du siècle dernier, le Super 8, tout ça, c'était des vidéos militantes qui très souvent étaient un langage de victimation pour mobiliser la solidarité. On montrait il y a de ça aussi, et il y a de ça aussi au début du soulèvement tunisien en 2011, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les images de la puissance. On montre ce qu'on est capable de faire, ce qui n'était pas le cas de la vidéo militante d'avant, qui au fond faisait déléguer l'image à une mobilisation qui lui était extérieure. Alors que là, c'est la mobilisation elle-même qui montre sa puissance. Alors, j'ai beaucoup moins d'images que je n'ai de références dans ma base de données. Ces images, elles sont pas simples. Puis alors maintenant, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a pas YouTube, c'est quasiment institutionnalisé. Il faut aller voir Instagram, il faut aller voir les images sur Facebook. Enfin, c'est des choses qui sont diffusées maintenant en direct. Vraiment à chaud. Donc ça, je pense que on ne peut pas faire autrement que de travailler là-dessus, parce que du coup, ça donne, y compris des indices sur la façon de comprendre et de lire les actes émeutiers. Les acteurs eux-mêmes nous donnent des indices, nous donnent des voix. D'accord. Merci en fait sur ce point de méthode qui est vraiment essentiel pour comprendre aussi les résultats de ces recherches. Et avant d'attaquer la question de l'État et la transformation de l'État face à la question des émeutes, j'aimerais continuer à poser une question sur la question du peuple, sur la problématique du peuple, parce que sur ce point, vous affirmez qu'il existe un besoin de 3 fondements pour cette puissance populaire
à laquelle vous appelez, à laquelle vous faites référence, ces trois fondements passent par ce que vous dites, en fait, encore une typologie, mais un triptyque vraiment central dans l'ouvrage, c'est l'égalité fondatrice. Le deuxième, c'est la légitimité collective à décider. Et puis, la troisième, c'est une organisation. Donc, si vous pouvez nous en dire plus sur ce triptyque, et en même temps, j'aimerais lire un peu sur cette question face aux échecs, de ces atermoiements et des dynamiques ainsi contrariés, se dégagent clairement trois fondements nécessaires à une puissance populaire. Donc une égalité fondatrice, une légitimité collective à décider et l'organisation de cette compétence des communs avec la démocratie comme méthode et comme moyen. Il y a d'autres éléments vraiment qui éclairent encore plus cette question. Donc j'aimerais lire un autre passage. Vous dites « Il n'y aura pas de survie matérielle et morale de l'humanité sans cette nouvelle ère de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans un peuple conscient de la puissance, de sa puissance, fort des rêves partagés, fort de sa capacité à résister et à construire la dynamique politique des 6 pulsations, donc les pulsations que nous avons parcourues, les pulsations du siècle, ne résident pas principalement dans les colères qui les alimentent, elles résident dans ce que nous valorisons ensemble malgré les répressions, elles résident dans l'idée de l'humanité qu'elles portent, dans les communautés qui s'y forment, elles résident dans le courage d'être soi. Mais de manière plus concrète, tout à la fin, donc c'est à la fois, on voit un universalisme, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du concret. Vous dites, cette démocratie, il n'est plus l'heure de la réclamer, il nous faut la fonder. Elle est sans aucun doute l'arme et le drapeau de nos batailles à venir. Déjà expérimentée dans les forums sociaux, il y a plus de 20 ans, sur les places occupées, il y a plus de 10 ans, sur les ronds-points occupés et dans les assemblées des Gilets jaunes en 2019. Donc l'heure est à la mise en commun de ces expériences, l'heure est à la mise en commun des mobilisations. Donc vous faites référence au soulèvement de la Terre, vous faites référence à des auteurs qui ont pensé l'organisation comme Lénine, mais aussi comme Blanqui. Donc voilà, en fait, j'aimerais bien revenir sur ces trois fondements d'une... Alors, ces trois fondements qui sont absolument indissociables en réalité, et qui sont, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est-à-dire qu'on voit effectivement depuis le début du siècle des pratiques démocratiques populaires ou moins populaires. Les forums sociaux, c'était surtout des militants, mais qui sont innovantes et exigeantes dans leur fonctionnement. Des trucs tout bêtes, limiter la parole à 3 minutes. C'est une forme d'égalitarisme réglementaire absolu. Il n'y a pas un leader qui va faire un discours d'une heure. Ça, c'est pour un meeting, mais un meeting, c'est autre chose. Voilà. Il y a la nécessité de construire du commun, ce qui veut dire que ce sont des formes qui ne passent pas forcément par le vote, mais par la construction du consensus. Bah là, ça vient. Là, les forums sociaux l'ont fait, les apatistes l'avaient fait avant, mais enfin, il y a un lien. Il y a un lien quand même de parenté, un peu entre le zapatisme de la fin du 20e siècle et les forums sociaux. On retrouve ça jusqu'aux Gilets jaunes, jusque sur les ronds-points des Gilets jaunes, qui ont, par cet égalitarisme, cette conscience de la puissance commune et cette volonté de travailler ensemble et de décider, était pour une part un processus de délocalisation de quelques classes populaires périurbaines qui ont eu des fois tout simplement la sagesse de mettre à l'écart des débats ce qui pouvait les diviser. Exact. Pour être forts ensemble. Alors ça s'est pas traduit dans les urnes parce que les partis politiques n'ont pas compris ça en grande partie. Mais il y avait quelque chose qui se constituait là. Et j'insiste sur ce peuple. C'est pas le peuple sociologique. C'est pas le peuple de classe. C'est pas non plus le peuple de mouf. Il se constitue pas par la mobilisation de leaders. C'est pas l'élection qui fait le peuple, c'est le peuple de rancière, c'est le peuple d'exigence qui se constitue comme exigence politique et qui se constitue comme exigence politique nationale. Voilà.
C'est un fait. C'est comme ça que c'est pensé. Alors, par rapport à Lénine et à la culture politique partisane qui a traversé le XXe siècle et dont il reste encore quelques buts témoins, j'ai encore un peu avancé depuis ce livre, parce qu'il me semble évident que on a identifié la puissance populaire au parti classe. Avec Lénine, c'est l'avant-garde, mais c'est le parti de la conscience ouvrière. Et du coup, assez souvent glissé vers, surtout quand il y a eu révolution, du parti classe au parti État. Mais il n'y a pas que les partis communistes bolcheviques qui sont devenus des partis États. Il y a des partis qui se sont, par exemple en France, dans les démocraties occidentales, qui se sont pensés comme de petits États et qui ont installé à l'intérieur d'eux-mêmes des règles de délibération démocratique calquées sur la démocratie libérale. On pense, il y a tout un monde militant qui est encore sur cette idée-là. C'est d'ailleurs à partir de là qu'il y a une critique extrêmement sévère sur la France insoumise. Sauf que ces formes partis, qui se pensent comme des mini-États, au fond, sont très sensibles à l'hégémonie et aux formes hégémoniques de l'État dans lesquelles ils agissent. De l'État bourgeois, du parlementarisme. Voilà. Et c'est un gage souvent d'inefficacité transformatrice et surtout de mise à distance du peuple qui vit ces formes-là comme des formes de dépossession. Et je pense que ça fait 30 ans que moi j'entends dans les fois des cercles académiques et des cercles politiques l'idée qu'il faut faire de la politique autrement, mais chiche. C'est-à-dire les peuples sont aujourd'hui en capacité de prendre en charge eux-mêmes les formes démocratiques, et donc s'il y a besoin de politique, il y a besoin de politique comme production de récits à l'intérieur de ça, mais pas comme organisateur. Pas comme modèle de forme démocratique. Il y a besoin de production de récits. C'est-à-dire l'organisation politique, elle a un rôle à jouer qui est différent de celle des radicaux du début du XXe, du parti bolchevique de Lénine, du parti socialiste allemand, du parti démocrate américain. Voilà, au fond, il y a des choses en commun dans tout ça. Aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un discours qui libère des énergies et qui libère cette capacité à construire du commun dans l'égalité, dans l'exigence et dans la conscience de soi-même. Voilà. En plus de ces problématiques qui sont internes et qui peinent en fait à faire émerger une inventivité organisationnelle puissante, il y a aussi la question de l'État. Il y a cet État qui reprend des rênes d'une forme de radicalité absolue. Et donc, vous l'avez déjà situé pendant votre travail Les Enfants du Chaos en 2016, donc dans un contexte qui était très marqué par des attentats, par des discours sur la radicalisation. Vous avez déjà, à cette période, vous avez commencé à parler d'une islamisation de la radicalité pour montrer en fait les limites du discours sur la radicalisation, qui était une façon aussi de remuscler l'État actuel. Et vous prolongez cette réflexion dans vos travaux récents, notamment à travers l'analyse des transformations du parlementarisme. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous comprenez aujourd'hui ce que vous appelez le nouvel État, pris dans des logiques du néolibéralisme autoritaire? Donc, quels sont les points de ce néolibéralisme, et je pense notamment au droit pénal de l'ennemi, par exemple. Alors, la transformation de l'État, l'étude de la transformation de l'État, c'est un effet collatéral du travail sur les émeutes et
sur le djihadisme. Parce que j'avais quelques idées et quelques hypothèses quand j'ai écrit Les Enfants du Chaos, mais dans les années qui ont suivi, il y a un travail qui a été mené par une équipe de jeunes chercheurs que je peux nommer, Montassir, Ramza, Martha, Ouais, notamment, notamment à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord avec les familles des jeunes partis en Syrie, et vous avez fait un travail extraordinaire. Moi, je vous ai aidé, mais je vous ai surtout écouté pendant ces années-là. Et du coup, en reprenant les 20 dernières années de mobilisation émotière que je synthétise dans ce dernier ouvrage, j'ai été amené à me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on a raté? On a raté que l'État auquel on avait affaire n'est plus le même que l'État auquel on avait affaire il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et je dirais, les 2 dernières années permettent d'aller encore plus loin, je pense, dans l'analyse. Mais à l'évidence, on est resté sur une image de l'État, de la démocratie, qui était une image datée d'avant 1970. Excusez-moi, mais au fond, la bourgeoisie mondiale a tiré des leçons du choc des années 60, c'est-à-dire à la fois des guerres de décolonisation, guerre d'indépendance, et du mouvement de 68, qui a duré 10 ans en Italie, et tout est déjà écrit dans les rapports de la trilatérale en 1972, 73. Voilà. Au fond, le problème de la démocratie, c'est le peuple. Et donc, patiemment, appuyé sur des pôles de réflexion et des forces politiques pas toujours visibles pour le commun des mortels, il y a une transformation à l'échelle mondiale qui s'est faite de l'État, déjà dans les dernières années, les 2 dernières décennies du XXe siècle, et qui s'est accélérée dans les 2 décennies que nous venons de vivre, sur 3 points importants, avec trois expériences un peu fondatrices. D'abord, la constitutionnalisation du marché. Ça, le premier qui l'a fait, c'est Pinochet. Au Chili, avec les économistes de l'école de Chicago. Mais on peut le faire de façon beaucoup plus démocratique et soft, comme l'Union européenne. C'est la même chose, du point de vue de la constitutionnalisation du marché. Il y a la démolition des formes collectives de résistance ouvrière et populaire. Pour ça, l'expérience thatchérienne est elle-même fondatrice. Et puis la transformation de l'État en état de guerre. Guerre contre de la police, le droit pénal de l'ennemi. Alors là, l'expérience fondatrice, c'est l'Italie, quelque part, avec des lois d'exception dans les années 70 qui étaient et 80 qui étaient regardées avec horreur par la France de Mitterrand, qui fait que François Mitterrand a accueilli en France quelques centaines de militants italiens condamnés dans des conditions qu'il jugeait inacceptables. Mais maintenant, c'est plus exactement le cas, parce que ces 20 dernières années, la France a adopté des lois d'exception qui ressemblent fortement aux lois italiennes. Donc voilà, criminalisation des mobilisations sociales, mise au pas des formes anciennes de mobilisation ouvrière et populaire, et constitutionnalisation du marché. Ça fait un ensemble qui fait que, au fond, ce qui est mis en miettes, c'est les conditions de la constitution pacifique et démocratique du démos. Voilà, ce que pratiquement aucun des partis n'a vu venir. Continue à penser que mais non, on n'est plus dans ce monde. On n'est plus dans ce monde-là. Et les peuples l'ont compris.
Les peuples l'ont compris. Peut-être une toute dernière question qui a lien aussi avec cette problématique de l'État. Vu en fait d'Europe, j'aimerais vous entendre sur la question du décolonial. Déjà, ici en Europe, quel regard portez-vous sur l'émergence de cette pensée, de ces mouvements en France, autour bien sûr des diasporas, mais autour de partis comme les Indigènes de la République, que vous avez déjà évoqué dans vos ouvrages, et plus largement dans vos observations aussi au Sénégal, au Brésil, en Tunisie, sur la Tunisie. Quels écarts voyez-vous entre les dynamiques politiques au sud, où la question de l'État ne se présente souvent pas de la même manière aussi puissante qu'elle est en Europe, et en comparaison avec le parlementarisme peut-être aujourd'hui Alors, en Europe? il y a plusieurs questions. D'abord, sur la question des indigènes de la République, je dois dire que dans les années 80, quand la problématique classiste a commencé à perdre de sa puissance heuristique et politique, et a monté dans le milieu académique notamment, l'idée que les relations interethniques allaient remplacer les relations de classe. Il y a eu tout un courant sociologique, il fallait absolument qu'il trouve un groupe sociologiquement identifiable pour pouvoir continuer à comprendre la société. J'ai regardé ça avec beaucoup de réticence, et cette réticence, je l'avais encore quand j'ai été confronté aux premières théorisations de la part de ce qu'étaient les indigènes de la République. Maintenant, c'est le quartier général décolonial, et autour notamment de Houria Boutelja. En même temps, confronté à une situation très précise d'islamophobie qui a été très médiatisée en 2004, celle des filles de Laurent Lévy. Laurent Lévy est un ami, ses filles je les connais, et donc la mécanique de l'exclusion et de la répression, je l'ai vécue là aussi, au conseil de classe de l'exclusion des deux filles de Laurent. J'étais dans la salle d'à côté avec Laurent et Mouloud Alouinit. Voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent dans ma tête, on va dire. Donc, j'ai signé le premier appel qui s'appelait l'appel des indigènes de la République. Après, c'est à partir de là que s'est constitué le PIR, le Parti des indigènes de la République, et que le travail d'Houria et d'autres, et Youssef aussi à côté, a commencé à se diffuser. J'ai été réticent. Voilà, je veux dire, et puis quand même, d'expérience, je me suis dit que il y avait quelque chose d'heuristique aussi, d'heuristiquement très efficace dans cette lecture. Et là, je dois dire que j'ai été aidé par l'évolution du capitalisme lui-même, parce que ce qui me semble frappant dans ces dernières années, aujourd'hui, autour de Trump, autour de l'hégémonie politique internationale du gouvernement israélien aussi, c'est que dans ce capitalisme de fin du monde que nous vivons, il y a une sorte de retour aux fondamentaux. Voilà. C'est un capitalisme extractiviste, voilà, j'ai du mal à le dire, de toutes les ressources du monde, de la planète, qu'elles soient matérielles ou humaines, et donc un retour à une logique coloniale. Et y compris aux racines capitalistes et coloniales du racisme. Avec la violence policière, on le voit clairement, voilà. Avec la question migratoire et les frontières. C'est évident qu'il y a un retour du refoulé que Houria Boutelja, dans les Beaufs et les Barbares, montre bien, parce qu'elle fait la généalogie de l'État colonial. Mais j'ai aussi lu avec intérêt le livre de Sylvie Laurence sur race et capital, où elle montre comment, au fond, c'est le capitalisme qui a, en voulant naturaliser des formes extrêmes de domination et d'exploitation, a créé le racisme.
notamment vis-à-vis des Noirs, avec l'esclavage. On retrouve ces structures de pensée pratiques, voilà, inscrites maintenant dans le développement du monde, dans les conflits du monde. Enfin, on les retrouve à Gaza. Enfin, il y a une déshumanisation dont l'origine s'est constituée dans le colonialisme et qui renaissent dans le colonialisme contemporain. Et je dois dire que j'entretiens maintenant d'excellentes relations intellectuelles et pas seulement avec la mouvance décoloniale, que je trouve tout à fait efficace intellectuellement pour l'analyse de la situation. Merci beaucoup Alain Berthaud pour ces éclairages. Merci d'avoir fait ce retour sur un des ouvrages brillants aujourd'hui, De l'émeute à la démocratie, donc paru chez La Dispute en 2025. Et on aimerait continuer bien avec vous pour un prochain épisode, les discussions ici au studio de l'UM6P, Paris Anthropopolitique. Ce sera avec plaisir. Et merci encore de m'avoir forcé à réfléchir. C'est toujours bien. Ça fait toujours bien. Merci Alain. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et on vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode. Merci.